On va un, on va un peu passer le temps. Bonsoir Katia, je suis là, je viens de me connecter. Je vais changer le nom parce que c'est le nom de l'ONG qui s'affiche sur le Zoom, mais je suis là, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonne arrivée à vous. Merci. Et si ce que les mots n'arrivent plus à dire, l'art pouvait le révéler. Et si la douleur, le traumatisme, le silence pouvaient en faire un langage à travers les formes, les couleurs, les symboles et les gestes. C'est précisément dans cet espace sensible, entre création et guérison, que s'inscrit la thérapie évolutive. Bonsoir à toutes et à tous, chers participantes et chers participants venus de divers horizons, porteurs de curiosité et de questionnement, d'espoir. C'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cette troisième et dernière séance de notre édition spéciale Étudiants en psychologie, découvre ton métier. Une initiative portée par le Club de culture psychologique. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre ce soir, cette édition spéciale a débuté le 15 décembre 2025 avec une première immersion dans les opportunités en psychologie du travail et des organisations, ainsi que les compétences nécessaires pour y arriver aux côtés du docteur Yannick Anou. Nous avons ensuite, le 17 décembre, exploré les profondeurs de la psychanalyse avec le docteur Boulen, afin d'en comprendre les enjeux, les débouchés et les réalités d'un champ encore trop méconnu dans le contexte africain. Ce soir, nous clôturons ce cycle par, par un domaine du moins à la croisée de la science, de la créativité et de l'humanité, la thérapie évolutive. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous installer confortablement, gardez vos caméras et microphones éteints. Veuillez aussi vérifier la stabilité de votre connexion pour ne rien rater de la communication. Pendant l'intervention de notre experte, je vous encourage à être très attentif, excusez-moi, beaucoup de questions au fur et à mesure dans le chat pour pour que ce soit plus facile. Ces questions, je vais les révéler à la phase des questions-réponses pour pouvoir vous donner plus de réponses. Les clarifications étant faites, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que, contrairement aux deux premières journées, nous recevons ce soir une femme dont le parcours incarne avec justesse le dialogue entre la science, l'engagement social, créativité et soin. Elle répond au nom de Madame Noura Ludin. Elle est socio-anthropologue, experte en genre et droit en santé sexuelle et reproductive, et art thérapeute évolutif. Elle est également directrice exécutive de l'ONG Espace Essentiel, excusez-moi. C'est une organisation engagée dans la promotion de la thérapie évolutive, de l'art contemporain et de la recherche en sciences humaines. À travers son expérience, elle nous montrera un véritable outil de soins, d'expression, de reconstruction et de guérison, en s'appuyant sur l'apport spécifique de la thérapie évolutive. Madame Lejean, excusez-moi, j'avais mal prononcé le mot et son nom au début. Excusez-moi. Madame Lejean, nous sommes profondément honorés de votre présence parmi nous ce soir. Nous sommes attentifs
disponible et connecté à votre communication pour les 45 prochaines minutes. Merci infiniment. Madame Lejean, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Katia. Je vais mettre ma caméra juste pour me présenter rapidement à l'introduction. Après, je pourrai la couper au moment où je vais lancer le diaporama. Donc déjà, merci beaucoup au Club de culture psychologique pour son invitation. J'ai vraiment très ravie de pouvoir avoir cette opportunité de présenter ce qu'est l'art-thérapie évolutive à des professionnels, des jeunes professionnels en psychologie, parce que un des objectifs, notamment de l'ONG et la mission que je porte, donc de diffusion de l'art-thérapie évolutive au Bénin, mais aussi plus largement en Afrique de l'Ouest, ne peut se passer de tout ce qui est formation et sensibilisation des futurs professionnels de l'accompagnement en santé mentale. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir avoir ce temps avec vous aujourd'hui. Et encore plus ravie de voir que la participation est très très forte. On est presque une cinquantaine, donc voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je vais tout de suite peut-être donc couper ma caméra maintenant pour éviter que ça consomme trop de données mobiles. Et je vais me lancer dans le partage de l'écran. Hop. Alors attendez une minute. Voilà, on va commencer par ici. L'écran Partage. est devant moi. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran maintenant? Est-ce que vous pouvez voir C'est mon écran? affiché. Ça s'affiche? Oui, oui, ça s'affiche. D'accord, ok, super. Hop, on va réduire tout ça, que je puisse voir. Ok, c'est bon. Donc, merci beaucoup encore une fois pour cette opportunité qui m'est donnée de présenter ce qui est très cher à mon cœur et à mon engagement. Donc, le métier d'art thérapeute et en particulier le métier d'art thérapeute évolutive au service de la guérison, du mieux-être, au service de la transformation, de l'élévation aussi. On va le voir au cours de la séance. Donc effectivement, donc vous m'avez déjà présenté à l'introduction. Je suis donc Nora Lejean. Je suis art thérapeute évolutive. Je suis aussi symboliste parce que en fait la formation en art thérapie évolutive apprend à décrypter les symboles. Donc par là même on devient aussi en fait analyseur ou analyseuse de symboles. Je suis socio-anthropologue et spécialisée en genre et en DSSR depuis plusieurs années aussi, ce qui fait que la plupart des interventions dont vous allez voir des exemples ici dans les diapos que je propose sont beaucoup orientées autour des questions de droit et de santé sexuelle et reproductive, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment la question de l'autonomie corporelle, de la réappropriation du corps, etc. Parce que c'est lié aussi à ma spécialisation sur les questions de droit et santé sexuelle et reproductive. Je suis aussi artiste, parce que souvent les art thérapeutes sont aussi, pratiquent eux aussi, donc je suis aussi artiste. Et je suis directrice exécutive de l'ONG Essentiel, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler aussi pendant la présentation. Donc, je vais juste rapidement vous expliquer par quel plan je vais dérouler mon intervention. Donc, je vais commencer par poser les bases en fait, des penseurs qui ont influencé la création de l'art-thérapie évolutive, notamment certains psychologues, psychanalystes qui sont dans la liste des influenceurs de l'art-thérapie évolutive. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi l'analyse symbolique et l'interprétation symbolique des créations est vraiment très importante en art-thérapie évolutive, ce qui n'est pas le cas de toutes les formes et les modalités d'art-thérapie qui se pratiquent. J'y reviendrai tout à l'heure. Je donnerai pas mal d'exemples pratiques aussi sur des images, etc. Ensuite, je vous expliquerai le déroulement d'une séance, toujours avec des exemples à l'appui aussi. J'irai ensuite sur quelques témoignages et de retours d'expérience de personnes qui ont bénéficié de l'accompagnement en art-thérapie évolutive. Puis j'irai vers les contenus de formation, c'est-à-dire en fait quels sont les contenus de formation, quels sont les contenus de formation qui se proposent à nous quand on commence un travail d'art-thérapie évolutive. Et ensuite, j'irai pour conclure sur tout ce qui est ouverture et défis face au métier d'art thérapeute évolutive en particulier,
dans le contexte du Bénin. Donc voilà, je vais peut-être commencer en même temps. Alors, voilà. Donc, quelles sont les affiliations psychologiques et philosophiques de l'art-thérapie évolutive? Il y en a plusieurs. Donc, on va commencer déjà par dire que l'art-thérapie évolutive, c'est une méthode et méthode d'accompagnement et des outils aussi d'accompagnement qui ont été créés par un groupe de 3 personnes, donc Marie-Odile et Alain Brett et Catherine Vallée, qui sont les fondateurs de l'école Plénitude qui enseigne cette méthodologie d'accompagnement qui est donc influencé par des courants de psychologie humaniste et transpersonnelle. Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Influencé aussi par la démarche jungienne d'analyse symbolique, beaucoup. C'est une démarche qui postule de l'existence de l'âme dans la personne humaine, le soi, aussi appelé le soi ou l'inconscient supérieur en fait, ce qui n'est pas le cas de toutes les démarches, ni en psychologie ni en art-thérapie. Donc c'est important de le poser là parce que ça fait partie des paradigmes de l'art-thérapie évolutive. C'est aussi une méthode qui postule de la croissance et de l'évolution de la personne et des groupes sur leur chemin, et donc d'étapes un peu d'initiation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle évolutive d'ailleurs. Et c'est une méthode qui se base sur l'interprétation symbolique, qui est très importante en art-thérapie évolutive, qui est en fait le support à la mise en discussion, au dialogue en fait avec la personne qu'on accompagne, au dévoilement des choses inconscientes qui se montrent à travers les images et qui ont besoin d'être conscientisées et traitées pour permettre l'évolution. Donc, je vais aller tout de suite sur, je dirais, un grand que vous connaissez toutes et tous ici, qui est Carl Gustav Jung, qui a beaucoup influencé la création de la méthode, notamment avec tout le travail qu'il a réalisé autour des inconscients collectifs, euh, autour de l'expression artistique et de l'individuation. Parce que donc pour Jung, Jung parle d'individuation. Je vais vous montrer le schéma tout à l'heure de son schéma de la psyché. Et pour lui, le processus d'individuation réfère au processus de réunification de l'ego et du soi pour que la personne puisse devenir elle-même, puisse développer son plein potentiel. C'est un peu l'intégration de toutes les parts de la personnalité, même les parts les plus sombres en les conscientisant et en les transformant. Donc c'est le premier qui a parlé vraiment de ce processus, enfin déjà qui a schématisé le processus, qui a schématisé la psyché de la manière dont je vais présenter sur le schéma juste après, et qui a parlé du processus d'individuation, donc c'est un élément très important du travail de Jung. Il a également fait un travail très profond sur lui-même en fait, avec avec des carnets qu'il a renseignés. Il a pratiqué l'art aussi sous forme de mandala, notamment dans des démarches d'art-thérapie aussi, hein. Il a parlé beaucoup de la puissance du symbolisme parce qu'il étudiait les rêves et les symboles, notamment beaucoup. Donc là aussi, c'est un précurseur. Bon, Freud l'a fait aussi, mais Jung l'a fait de manière assez différente. Et puis, il a aussi parlé de la notion d'inconscient collectif, et ça, c'est un élément très important en art-thérapie évolutive aussi. L'inconscient collectif étant entendu comme, en fait, une sorte de banque de souvenirs, d'images, d'idées qui sont partagées de manière inconsciente, en fait, par des groupes d'humains, qui sont un peu hérités, en fait, de manière inconsciente par des groupes humains, à travers notamment les mythes, les contes, les religions, les films, etc. Et qui influencent nos comportements et nos pensées. Euh, donc voilà, c'est un des premiers qui a parlé de ça en psychologie et l'art-thérapie évolutive se base beaucoup là-dessus également. Donc je vais aller sur maintenant le schéma qui est un schéma très intéressant. Je vais mettre le pointeur laser. Hop, comme ça vous allez pouvoir me suivre. Donc ça, c'est le schéma jungien de la psyché. Donc vous voyez qu'en fait, ça distingue vraiment deux parties. Donc en haut ici, en blanc, dans toute la partie blanche ici, on a le conscient. Le conscient qui est ici, et puis toute la partie grise qui représente la plus grosse partie finalement est l'inconscient. C'est la partie immergée de l'iceberg qui représente finalement plus de 80% de la psyché. Donc dans le conscient, vous avez le monde physique. Attendez, il faut que j'enlève cette barre là qui me dérange, j'arrive pas à bien voir. Une minute, hein. Hop. Donc, je vous demande juste une petite minute que je puisse enlever ça. Voilà.
Vous avez donc le monde physique, donc la société, le monde physique, etc. Et vous avez ce qu'il a appelé la persona. La persona, c'est le personnage, c'est-à-dire c'est le masque social en fait que la personne va montrer au monde. C'est les rôles, hein, les rôles sociaux qu'on joue respectivement quand on est mère, quand on est élève, quand on est étudiant, quand on est chef d'entreprise, etc. C'est vraiment les différents masques qu'on présente au monde de manière consciente, qui sont évidemment influencés par l'inconscient aussi. Mais voilà, c'est une part importante de de la manière dont on se présente au monde. Ici, vous avez l'ego qui se trouve donc en grande partie dans le monde du conscient. C'est le pilote automatique de l'avion un peu hein, qui va avoir des réactions du quotidien finalement et qui sont très influencées par donc tout le niveau inconscient qui est en dessous ici. Donc ici, vous avez donc dans un premier niveau l'inconscient personnel. Donc c'est la plus grande des bulles grises que vous voyez ici. Toute cette partie-là en fait qui est l'inconscient personnel. Ensuite, vous avez l'inconscient culturel. Enfin, tout ça se retrouve dans l'inconscient collectif, en fait. L'inconscient culturel, les archétypes aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est un truc important aussi en art-thérapie. Et puis ici, vous avez le soi. Dans le petit rond ovale noir, là, vous avez le soi qui est composé finalement de l'inconscient supérieur notamment, et qui est la partie de soi qui est la meilleure partie, qui est la meilleure version de soi-même et qui permet vraiment d'évoluer. Donc on a ce schéma de la psyché que propose Jung, qui a beaucoup influencé l'art-thérapie évolutive. L'idée, c'est qu'en fait, notamment, les créations artistiques que les gens font, alors, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour pratiquer de l'art-thérapie évolutive. À partir du moment où les gens savent tenir un crayon ou un pinceau, ils peuvent pratiquer l'art-thérapie. Et en fait, les créations, ce qu'ils jettent sur le papier, ce qu'ils mettent sur le papier, ce qu'ils mettent sur les toiles, permettent de contacter des informations qui proviennent des différents niveaux de l'inconscient, notamment de l'inconscient individuel ou de l'inconscient collectif, du soi éventuellement. C'est-à-dire qu'en fait, ça remonte ici. C'est vraiment une porte d'entrée et une voie de communication avec l'inconscient. Ce que d'ailleurs la publicité a très bien compris avec les images qu'on nous propose, hein, c'est-à-dire que l'inconscient en fait est très manipulable avec les images. Il communique beaucoup avec les symboles et les images, et les publicitaires l'ont très bien compris pour nous influencer dans les modes de consommation notamment. Donc voilà, et l'art-thérapie utilise aussi ça enfin, ce principe-là de l'inconscient et de la capacité de l'inconscient à communiquer avec des symboles et avec des images pour travailler à la progression, à l'évolution et à devenir un meilleur être tout simplement. Alors dans les penseurs qui ont beaucoup compté aussi, il y a donc un psychanalyste qu'on appelle Roberto Assagioli Hmm. qui lui parle en fait de l'amour, de l'âme. Il parle beaucoup de l'âme, de l'amour sagesse et des qualités. Dans son travail, il y a vraiment une quête de sagesse et des dimensions transpersonnelles de l'être. Il intègre la pensée méditative de l'Orient aussi dans la psychologie occidentale et il place l'âme et le soi au cœur de son travail de thérapeute. Donc lui, il a écrit des ouvrages très intéressants, notamment la psychologie transpersonnelle, des livres aussi comme le pouvoir de la gentillesse. J'aurais dû vous mettre une bibliographie, je le ferai peut-être dans un deuxième temps pour que vous puissiez avoir des références aussi de ces auteurs-là. Un travail très intéressant aussi, Roberto Assagioli. Ensuite, alors un que vous connaissez très bien et qui est très connu en psychologie, notamment pour sa pyramide des besoins fondamentaux, c'est Abraham Maslow. Abraham Maslow qui a fait un très très gros travail sur la créativité, la réalisation et la plénitude. Il a travaillé notamment sur les qualités de l'être. Il est considéré un peu comme le père de la psychologie humaniste et transpersonnelle. Et il a insisté sur l'importance de la créativité, de l'être humain, de son besoin d'accomplissement et de ses réalisations. Et il a travaillé notamment sur des valeurs et des qualités, notamment la vérité, le bien, la beauté, la créativité, la complétude, la justice, la simplicité, la fluidité, des éléments très importants pour en fait cheminer vers l'accomplissement, quoi. Alors, un petit zoom sur un ouvrage qui est extrêmement intéressant, que j'ai d'ailleurs en PDF, que je pourrais aussi vous faire transmettre en PDF, qui s'appelle Devenir le meilleur de soi-même. J'en conseille vraiment la lecture à tout le monde, notamment
à vous qui êtes étudiant en psychologie. Je pense que c'est très important de lire ce type d'ouvrage. En fait, dans ce travail, dans cet ouvrage Devenir le meilleur de soi-même, Maslow a vraiment fait l'inverse de ce qu'on peut faire d'habitude, c'est-à-dire étudier des pathologies. Là, il a étudié les individus dits accomplis, les individus épanouis, les individus qui sont vraiment dans une pleine conscience, une pleine maîtrise, en fait, un peu un bonheur quotidien. Il a vraiment fait une étude expérimentale sur ces individus accomplis pour comprendre en fait quels sont les fondements et les caractéristiques psychologiques qui leur étaient propres. Et je cite, alors je le cite, hein, je le cite ici en italique. Il dit qu'il devient de plus en plus évident que l'étude de spécimens malsains, immatures, rabougris, bancals ne peut donner une psychologie et une philosophie, ne peut que donner une psychologie et une philosophie bancale. L'étude des sujets accomplis doit constituer la base d'une science plus universelle de la psychologie. C'était son postulat et c'est à ça qu'il s'est attelé pendant tout son travail et dans tous les ouvrages qu'il propose. En fait, on a vraiment ce postulat. Et il a trouvé quelques caractéristiques clés, notamment chez les personnes les plus accomplies. Notamment, en fait, il a mis en avant que c'est des gens qui ont une perception très fine de la réalité, sans surexagération, sans scénarisation, sans fantasmer, sans avoir une vision déformée des choses. C'est des personnes qui sont dans l'acceptation, la spontanéité, qui se centrent aussi de manière très focalisée sur les problèmes avec une approche orientée vraiment aux résolutions. C'est des gens aussi qui se régénèrent dans la solitude et l'autonomie, des personnes qui ont aussi une faculté d'émerveillement. On avait toutes et tous quand on était enfant aussi. Des gens qui ont pu avoir des expériences paroxystiques, c'est-à-dire des gens qui ont eu des états de conscience modifiés, par exemple, aussi, et qui ont vu une autre partie du réel. Voilà, un sentiment de parenté et de proximité avec tous les êtres humains, quelle que soit leur origine géographique, sociale, etc. Des gens qui sont humbles, qui sont respectueux, qui ont beaucoup de relations interpersonnelles, qui ont de l'éthique, de l'humour aussi, de la créativité, etc., etc. Je vous ramène vraiment vers la lecture de cet ouvrage de Maslow qui est extrêmement intéressant. Alors, donc une des influenceuses aussi de la création de la méthode de l'art-thérapie évolutive, c'est Alice Bailey, qui n'est pas du tout psychologue en fait. Enfin, elle s'est beaucoup documentée en psychologie, mais c'est une dame qui a énormément voyagé, notamment au Moyen-Orient. Elle a fondé la théosophie et la pensée du Nouvel Âge, qui est une pensée notamment spirituelle qui est très en vogue actuellement. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle La psychologie ésotérique, où elle développe une psychologie en fait fondée sur l'âme, sur les énergies subtiles et sur l'évolution de l'être humain, notamment à travers des étapes initiatiques. Elle décrit aussi la fusion de l'âme et de la personnalité comme étant le but de la psychologie future, selon elle. Une science donc orientée plutôt vers la réalisation spirituelle que vers la pathologie. Donc en ça, elle rejoint aussi Maslow dans son positionnement. Et elle a beaucoup enseigné aussi sur du symbolisme. Est-ce qu'on pourrait éteindre les micros qui sont ouverts, s'il vous plaît? Elle a beaucoup enseigné aussi autour du symbolisme et a établi les fondements d'une approche novatrice, notamment en psychologie et en santé. Donc, alors, c'est une autrice, contrairement à Maslow, qui est extrêmement difficile à lire, pas très abordable. Mais bon, il y a des dérivés de ses écrits qui sont beaucoup plus. Elle est beaucoup moins contemporaine que Maslow. Quand vous voyez les dates, là, c'est vraiment il y a 100 ans derrière, même plus que ça. Voilà, donc pas forcément très facile d'accès au niveau de la lecture, mais néanmoins intéressant. Alors, donc, l'art-thérapie évolutive est une synthèse de toutes ces influences et ça désigne une forme d'accompagnement à la croissance qui utilise la création artistique, donc à travers, on le verra aussi tout à l'heure, hein, différentes modalités. Ça peut être le dessin, la peinture, le collage, le modelage, ça peut être le théâtre, ça peut être l'écriture, ça peut être la danse. Enfin, il y a tous les médiums artistiques sont corrects en fait. Et donc le but, c'est de pouvoir aider les personnes à mieux se comprendre et à évoluer intérieurement. Et donc c'est une méthode de travail qui permet la transformation progressive de la personne vers une meilleure version d'elle-même. Donc en synthèse. Je vais aller maintenant vers donc la question du symbolisme parce que c'est un élément qui est très très important dans la démarche d'art-thérapie évolutive. Donc on va faire un petit détour pour se demander rapidement qu'est-ce qu'un symbole.
Donc un symbole, en fait, c'est un langage qui est finalement très ancré dans notre quotidien. On en a partout, tout le temps. Et d'ailleurs, à commencer par toutes les nuits, parce que tous nos rêves sont des symboles. Vous savez qu'il y a des courants de la psychologie qui sont spécialisés aussi sur l'analyse des rêves. Il y a des techniques, notamment l'hypnothérapie. Je sais que le monsieur qui vous a entretenu auparavant est psychanalyste, mais aussi hypnothérapeute, je crois. Donc voilà, l'hypnose, c'est ça aussi. Ça permet de faire intervenir le langage symbolique pour modifier des encodages inconscients et donc de modifier des comportements conscients. L'imaginaire, notre imaginaire aussi, hein. Quand on se projette dans l'imaginaire, bah, on est dans le monde symbolique. Les bijoux, les tatouages, les vêtements qu'on porte aussi sont empreints de symbolisme, hein, si vous regardez autour de vous. D'ailleurs, je suis assez effrayée de voir le nombre de jeunes qui portent des t-shirts avec des têtes de mort ou des représentations de la mort sur eux, en fait. Ça me fait sursauter un peu à chaque fois. Dans les rituels aussi, vous avez un langage symbolique qui est très très développé, dans les créations artistiques bien sûr, dans la publicité aussi. Enfin, en fait, c'est partout dans notre vie. Je suis sûre que si vous tournez la tête autour de vous, vous allez rapidement voir des logos, vous allez voir des éléments de symboles qui reviennent assez rapidement en fait. Donc le symbole en fait a un sens très vaste et très profond qui a des réalités multiples. En fait, c'est comme une porte d'entrée à d'autres dimensions de conscience. Il y a notamment Jung et aussi Mario Dilbrecht qui a créé l'art-thérapie évolutive, qui partent du principe que ce sont des révélateurs de messages de la psyché et des révélateurs de messages de l'inconscient. Que quand la personne fait un dessin ou raconte un rêve, etc., ou même quand elle s'habille avec un t-shirt avec une tête de mort, qu'il y a un élément de message de la psyché et de l'inconscient qui peut apparaître là. Donc, du coup, c'est très intéressant de travailler sur les symboles parce qu'ils permettent de décoder le message de l'inconscient dans la création, qui peut être très différent de ce que la personne a voulu figurer d'ailleurs, hein. On va donner un exemple juste tout à l'heure avec une personne qui voulait figurer un arbre et en fait, quand on analyse le symbole, donc c'est pas forcément ce que la personne dit qu'elle a fait sur l'image qui est le symbole qui va apparaître dans l'image. Ça, c'est très important dans la démarche. Donc, en art-thérapie évolutive, évidemment, donc on fait de l'interprétation symbolique, ce qui ne plaît pas à plusieurs courants de l'art-thérapie moderne, hein. Il y a plusieurs courants de l'art-thérapie moderne qui refusent et réfutent en bloc l'idée de faire de l'analyse symbolique. Dans l'art-thérapie évolutive, on assume et c'est même plus qu'assumer, hein, c'est vraiment un parti pris méthodologique et même philosophique que de dire que l'interprétation symbolique est extrêmement importante et que c'est par l'intermédiaire des symboles que la personne peut avoir accès à l'inconscient. Et que c'est important de pouvoir conscientiser de ces éléments-là qui remontent de l'inconscient, parce qu'en fait, rencontrer ces symboles intérieurs, finalement, c'est un peu à la portée de tout le monde. Encore faut-il savoir les écouter, enfin, d'abord faut-il pouvoir les voir, faut-il pouvoir les écouter, les comprendre, les analyser et les conscientiser. Et c'est bien de pouvoir être donc accompagné par des professionnels dans ce sens aussi. Et dans les symboles, on a aussi les symboles élévateurs, comme ce qui était un peu avant aussi sur la slide précédente, qui sont choisis pour leur énergie positive et pour ce qu'ils incarnent, notamment la force créatrice qu'ils incarnent, qui peuvent aider les personnes à se développer et à développer leur potentiel et leurs qualités. On verra des exemples imagés aussi tout à l'heure dans les diapos. Donc voilà, en d'autres termes, l'analyse symbolique donne vraiment une dimension à la croissance psychique et c'est vraiment un pilier fondamental de l'art-thérapie évolutive et de la manière dont on pratique l'art-thérapie dans cette orientation. Alors, là, j'en arrive aux exemples. Donc là, on a un travail qui avait été réalisé par une jeune femme donc survivante et donc victime de violences sexistes et sexuelles, très très jeune, hein, une adolescente qui là, donc, quand on lui demandait ce qu'elle avait réalisé, disait, bah, j'ai fait un arbre. J'ai fait un arbre avec des branches, avec, je sais pas si vous voyez mon pointeur là, je vais remettre le pointeur, avec des branches, avec des feuillages, etc. Et on voit que dans les feuillages, il y a plein de cœurs, en fait, c'est plein de petits cœurs qui sont ici. Et quand on regarde avec un œil nouveau ce qu'elle propose là, on voit en fait qu'il y a autre chose qui se cache dans ce dessin, qui est finalement, quand on le regarde, on voit comme un visage qui apparaît. Donc avec ici, vous avez un œil qui est ici. Ici, en orange, vous avez une bouche qui se détache.
et vous avez vraiment ici comme la coiffure un peu afro qui entoure le visage. Donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant, elle fait un arbre. Et on a même l'impression que la personne est habillée en fait avec un vêtement qui commence à émerger ici, parce que jamais les arbres ont un tronc rouge comme ça. Donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on dirait vraiment comme un visage, quoi. Donc on est parti du principe qu'on pourrait proposer à cette personne, à cette jeune femme, de travailler sur le visage, de travailler sur les qualités d'amour, de joie et de beauté aussi. Et là, on est tombé dans le mille. En fait, on a travaillé pendant plusieurs séances sur la question du visage, où on lui a demandé là maintenant de faire des visages. Et on a pendant je sais pas, trois, quatre, plusieurs séances, un grand nombre de séances, on a eu que des visages tristes en fait, avec ici par exemple un visage très très effacé, même quasiment invisible. Vous voyez ici le visage encore très triste avec les yeux qui vont vers le bas, etc. Là, c'est pareil, encore beaucoup de traits d'irritation. On dirait presque que le personnage pleure, etc. Donc, en fait, une expression et une incarnation de la tristesse de manière très, très flagrante dans les dessins qui étaient proposés par cette jeune femme. Donc, on s'est dit, bah, en fait, ce serait intéressant qu'elle puisse travailler sur les qualités de joie, rien que ça, si elle pouvait aller vers la joie. Donc, on a eu ce dernier dessin ici, où on avait un petit rictus qui commençait à apparaître, les yeux qui commencent à s'orienter un peu plus vers de la curiosité. Voilà, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin avec elle aussi. Et ça, c'était donc après les 2 mois de prise en charge. Donc, ça, c'est donc la personne qui est là. On a caché les yeux pour qu'elle reste anonyme, mais vous voyez, il y a un petit rictus, un petit sourire timide qui apparaît sur son visage, à savoir que c'est une personne qui était très très triste et qui incarnait la tristesse sur son visage aussi. Et on a réussi avec le travail aussi à ramener un petit peu la joie aussi chez elle. Et puis on voit ce qu'elle écrit ici, hein, j'aime la personne que je suis, j'ai un cœur pur pour aider les autres, mon cœur ne s'éteindra jamais, je brille avec mon cœur partout où je vais. Donc un dessin très beau et puis un message très beau où elle affirme des qualités d'être en fait, hein, notamment d'amour, d'entraide, d'estime d'elle-même également. Donc c'était une réussite, même si c'était seulement 2 mois et que ça aurait été bien de pouvoir continuer au-delà. Mais c'était déjà une belle réussite de pouvoir avoir ça. Donc là, on a quelques autres exemples de personnes qui ont mobilisé des symboles élévateurs en fin de prise en charge, toujours avec ce même groupe de femmes qui ont subi des violences très importantes pour plusieurs d'entre elles, hein, pour la majorité d'entre elles. Donc c'est vraiment la fin de la prise en charge, où il y a eu beaucoup de dessins de dépôt, beaucoup de souffrances qui ont été déposées sur les images, etc. Et ici, donc, elle mobilise l'image de la colombe et elle dit, je suis une colombe, j'ai la capacité de déployer mes ailes pour explorer le monde, je ne connais pas de limites, je... Attendez, parce que là, je vois plus à cause du pointeur. Je vais partout, je vole partout sans l'avis des autres. Je suis un messager de paix, d'écoute, de patience et d'amour. Donc voilà, c'est elles-mêmes, c'est les femmes elles-mêmes qui ont écrit ces textes-là. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir avoir ça. Et ici, on a le soleil avec une phrase qui dit, le soleil ne s'éteint pas, donc personne ne peut éteindre mon soleil. Si on veut faire quelque chose pour éteindre ce soleil, mon âme ne le permettra pas. Donc là, c'est vraiment une affirmation de, ben voilà, je suis ce que je suis, ma volonté est là et je brille comme le soleil, personne ne peut m'éteindre. Donc une expérience assez intéressante aussi. Donc là, on est vraiment sur la mobilisation, si vous voulez, de symboles élévateurs qui aident à la guérison. Et ça, c'est parce que c'est en fin de processus et que donc c'était important que ces femmes puissent rentrer à la maison aussi chez elles après la prise en charge avec un tableau et un mantra qu'elles vont pouvoir regarder qui va les vitaliser dans leur parcours pour la suite. Alors, comment se déroule une séance d'art-thérapie évolutive? En fait, bon déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut vraiment s'exprimer en art-thérapie évolutive avec tous les médiums artistiques. Donc, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour pouvoir travailler. C'est souvent une chose que les gens nous disent, oui, bah, je sais pas dessiner, donc j'aurais du mal, etc. En fait, il faut les rassurer assez rapidement qu'on n'a pas du tout besoin de dessiner, que d'ailleurs on peut aussi faire du collage, on peut aussi faire de la culture, de la sculpture, on peut faire du théâtre, de l'écriture, etc. Il y a plein de médiums qui sont possibles. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec le dessin, notamment avec le dessin au pastel et aussi le collage.
parce que bah, ça permet d'avoir des symboles qui sont très très parlants. Dans l'écriture, ils sont plus difficiles à détecter. C'est aussi faisable, mais il faut avoir plus d'expérience pour pouvoir détecter les symboles dans l'écriture. Donc, il y a deux étapes clés dans l'art-thérapie, dans les séances d'art-thérapie évolutive. Bon, j'ai synthétisé, mais en fait, il y a aussi tout ce qui est l'anamnèse hein, en début de séance, à vraiment amener la personne à expliquer un petit peu son parcours et pour comprendre ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, bien sûr, pour qu'on puisse la connaître. Et ensuite, il y a vraiment deux moments clés qui sont souvent itératifs. Hein. Ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle la création artistique de dépôt, donc c'est la catharsis en fait, hein, qui va mettre en avant la problématique qui doit émerger à la conscience pour être travaillée. Notamment, ça va être des traumatismes psychiques, des traumatismes corporels, des pensées limitantes, des stratégies de contournement de l'ego, par exemple aussi, des mémoires transgénérationnelles, etc. Et très important, la création de dépôts, la catharsis peut être individuelle ou collective, parce qu'on peut travailler en art-thérapie évolutive avec des personnes en individuel, mais aussi avec des groupes en collectif, et ça fonctionne aussi très bien sur les groupes. Ensuite, vient la création artistique guérisseuse, et c'est ce qu'on a montré sur les diapos précédentes. Donc ça va matérialiser le renouveau proposé par le soi, donc qui est la partie, qui est l'inconscient supérieur, hein, qui est l'âme aussi, et qui va incarner les qualités proposées par l'être, donc les qualités de joie, de sérénité, de bienveillance, de douceur, de confiance, etc. Et là aussi, ça peut être individuel ou collectif. Donc, je vous montre une image là aussi. Ah, j'ai laissé du texte au milieu, ça c'est une erreur, excusez-moi. Donc, c'est une image pour vous montrer qu'en fait, le dessin de... Ah, il y a un micro qui est ouvert. On vous demandera de bien vouloir fermer les micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse entendre, pour qu'on puisse s'entendre. Donc, le dessin de dépôt, en fait, va faire remonter à la conscience des mémoires et des souffrances qui sont parfois extrêmement traumatiques. Hein. Pendant les dessins de dépôt, on a beaucoup de personnes qui pleurent, notamment. C'est assez dur parfois, avec des choses qui sont très chargées au niveau symbolique, au niveau de la représentation, avec des couleurs de rouge, de noir, de marron, des couleurs très très puissantes. Et en fait, on évacue ces dessins. Donc ça aussi, c'est une différence majeure avec d'autres courants de l'art-thérapie qui, eux, vont garder les dessins, n'importe quel dessin qui sort et qui vient, ils vont les garder et ils vont jamais s'en séparer. Ici, on va faire une évacuation symbolique, en fait, du dessin, à travers notamment, ça peut être le brûlage, ça peut être aussi un déchirage, un enfouissement dans le sol, enfin n'importe quoi. Mais en fait, on va poser un acte symbolique. On va inviter la personne à poser un acte symbolique pour signifier à la psyché que, ok, le blocage est conscientisé et qu'on l'accepte plus dans son système de pensée et qu'on veut l'évacuer, lui dire au revoir. Et c'est important, en fait, pour s'en désidentifier, pour, et se libérer de l'espace intérieur aussi. Parce que enfin, c'est comme l'histoire du verre qui est rempli d'eau sale. À un moment donné, si on vide pas l'eau sale, on peut pas mettre de l'eau propre dedans, en fait. Donc c'est le même principe ici. C'est-à-dire qu'en fait, on propose, en tout cas aux personnes qui le souhaitent, de déchirer, brûler les dessins de dépôt, les dessins de catharsis. Alors, parfois, c'est compliqué. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'attachement à la souffrance qui parfois empêche les gens d'aller vers un processus d'élimination du dessin. Et là, donc, il faut vraiment pas du tout forcer. Enfin, on est à l'écoute de la personne, on l'accompagne. Si la personne ne se sent pas prête ou qu'elle veut en garder une petite partie, voilà, on peut l'accompagner à découper la partie qu'elle veut garder. Si elle veut pas du tout s'en séparer, c'est pas grave. On continue quand même dans la démarche, etc. C'est important de pouvoir rester à l'écoute des personnes, en fait. Alors là, vous avez un dessin où je vais proposer une analyse symbolique pour vous comprendre en fait, pour vous faire comprendre en fait comment est-ce qu'on peut analyser tout ça. Donc on a des personnages qui sont de couleur noire et de couleur rouge. Le rouge qui représente notamment la colère, la douleur, le noir qui représente la souffrance. On a des coups, on a des personnages avec des coups qui sont complètement disproportionnés, qui sont beaucoup trop longs en fait. Hein. Vous les voyez ici, notamment le cou qui est ici, le cou qui est ici aussi. Enfin, c'est presque des personnages girafes un peu en quelque sorte, qui symbolisent la parole. Le cou, c'est la parole. Donc là, ça symbolise la parole limitante
d'autrui, qui regarde de haut et qui juge de haut. Et les personnages sont donc ce personnage-là est représenté carrément sans bras et ce personnage ici a les bras donc entravés, vous voyez, entrelacés comme ça ici, qui représente vraiment l'impuissance en fait et les blocages dans la capacité à agir. Donc effectivement, c'est la question de l'impuissance. Et ce dessin, en plus, si vous lisez le texte qui va avec, suis-je à la hauteur? Est-ce qu'elle va y arriver? Ah, elle a peut-être raison. Ça incarne, c'est un dessin qui incarne la peur du regard des autres et la peur et donc le blocage de la capacité à agir, l'impuissance à agir à cause du regard des autres, en fait. Donc, on continue dans les exemples toujours de pratiques qu'on a réalisées. Donc là, c'était un atelier qui travaillait sur le rapport au corps, notamment le rapport à la matrice utérine. Donc dans cette image, on a une femme qui nous représente donc des règles très douloureuses. Elle verbalise aussi en même temps hein, que c'est insupportable pour elle, qu'elle a extrêmement mal, qu'elle souffre énormément pendant ses règles. Et vous voyez que ici, elle figure l'utérus qui pleure, avec beaucoup de sang qui est déversé. Tout le corps là aussi est complètement ceinturé. Le corps est ceinturé de rouge sang en fait, hein. Il n'y a pas du tout ni de bras, ni de jambes, hein. Il n'y a que les cuisses, mais enfin, au niveau des genoux, c'est coupé au-dessus des genoux et il n'y a pas non plus du tout de. Alors vous me direz, oui, mais elle n'avait pas assez de place sur la feuille. Bah oui, mais il y avait plein de feuilles et elle aurait pu faire un dimensionnement différent. On dirait qu'il y a on dirait qu'il y a des gens qui écrivent sur le. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des traits qui arrivent sur l'écran. Je vois un trait jaune ici et un trait rouge ici. Et puis ça continue en fait sur les autres, sur toutes les diapos. Donc je vous demanderai de bien vouloir éviter d'écrire sur le tableau Zoom parce que sinon on va pas s'en sortir avant la fin de la séance. Donc faites attention avec les, parce que moi je peux pas les effacer en fait. Si quelqu'un a la capacité de les effacer, faites-le s'il vous plaît pour moi, pour qu'on puisse enlever ces traits rouges et jaunes qui se positionnent là. Donc voilà, vous avez la représentation aussi de la maladie beaucoup qui apparaît ici, donc notamment avec des virus qui sont symbolisés, avec vous voyez une attaque un peu de virale, avec donc comme si les périodes menstruelles étaient représentées par des virus et qu'elle était représentée comme une maladie en fait. Et les bras et les jambes qui sont Sans ressenti physique et émotionnel. voilà. Alors les administrateurs qui ont la main sur le Zoom, si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, des personnes qui ne les ont pas coupés. Merci. Et là, il y a des croix qui se mettent, donc c'est un peu compliqué. Je ne sais pas du tout comment on peut supprimer ces croix et ces traits qui se positionnent. Bon, anyway, en tout cas, les bras, vous voyez que les bras sont complètement coupés ici, les jambes sont coupées, qui représentent en fait une limitation et un blocage dans sa capacité à agir et à avancer. Et cette jeune femme, donc, dans la suite du travail, a continué à modifier son dessin. Donc là, elle l'a pas ni déchiré ni brûlé. Elle l'a modifié, elle a positionné une grande fleur. C'est comme si elle a soigné son dessin. Et elle a positionné une grande fleur ici. Elle a mis des bras, elle a mis un bijou ici. Elle a commencé à faire des amorces de genoux, etc. Il aurait fallu continuer aussi avec elle pour qu'on puisse avoir les pieds qui arrivent, qu'on puisse avoir le visage, les épaules, etc. Mais voilà, elle agit sur l'image de son corps à travers la modification du dessin. En fait, elle agit sur l'image de son corps à travers l'utilisation de symboles, de formes, de couleurs. Elle va donc entamer un processus de réappropriation de son corps et de réconciliation avec lui. Et le symbole de la fleur ici est vraiment très intéressant parce que ça repositionne l'utérus comme le centre créatif, le centre sacré, le centre fertile de la femme, quoi. Donc ça, c'est un travail très intéressant. Ici aussi, je vais en parler rapidement parce qu'il y a eu une manifestation somatique chez la personne même à travers la séance d'art-thérapie. Donc on a une personne toujours sur ce même atelier hein, du lien avec la matrice utérine, une jeune femme qui souffre d'endométriose avec des souffrances terribles en fait. Elle disait que elle prenait autant de paracétamol et d'ibuprofène qu'elle pouvait en prendre et que c'était autorisé d'en prendre par jour, tous les jours. Que donc c'est une jeune femme qui vit au Sénégal, que parfois elle a tellement mal qu'elle va sur la plage pour hurler sa douleur en face de la mer parce que les gens ne peuvent pas forcément la comprendre ou quoi. Donc elle va hurler sa douleur face à la mer.
Et elle représente ici, ça c'est la première création que vous voyez ici. Donc elle représente un cœur complètement noir, brisé, déchiré en deux, avec un utérus qui est complètement blanc en fait, hein. Il est fantomatique, il est blanc. Elle se représente ici aussi complètement fantomatique, complètement blanche, alors qu'elle est, elle est enfin, son incarnation est donc noire, hein. Et donc c'est très fantomatique. Donc l'utérus, puis l'utérus, il est aussi positionné dans un sorte de voile ici, comme s'il avait des ailes. Et elle verbalise en disant je sais déjà qu'il doit partir, je sais qu'il n'existe déjà plus. Enfin, elle se projette déjà dans on doit me l'enlever, qui est la version quand même la plus catastrophe de la prise en charge de l'endométriose, ce qui peut arriver, hein, l'hystérectomie, mais qui n'est pas la seule des options médicales. Et dans un deuxième temps, elle fait ce dessin-là, dans le deuxième temps de l'atelier, où elle repositionne un utérus qui commence à être vitalisé, hein, qui a des couleurs, qui a les couleurs réelles de l'utérus finalement, dans un cœur qui devient un cœur rouge, qui est en train de se ressouder. On a un soleil qui apparaît sur le dessin, etc. Et donc je vous montre son visage à la fin de la séance. C'était une personne qui pleurait, hein, pendant le premier dessin. Et à la fin, elle regarde le dessin et puis elle sourit. Et il faut savoir que cette jeune femme-là, la nuit qui suivait la séance d'art-thérapie, n'a pris aucun paracétamol pour pouvoir dormir. Alors que tous les soirs, elle prenait plusieurs paracétamol et plusieurs ibuprofènes pour pouvoir calmer la douleur. Et la nuit-là, elle a dormi sans médicaments. Donc voilà, une belle réussite aussi de l'art-thérapie. Donc ici, donc ça c'est un travail qu'on avait fait avec des adolescentes qui là utilisent le symbole du soleil, le soleil qui représente la volonté et puis l'énergie d'agir, hein. C'est un symbole très porté sur l'action, sur la volonté, sur l'action, sur la mise en mouvement. Et en fait, dans ce groupe de jeunes femmes, déployer le soleil dans ce groupe, en fait, ça permet de faire reculer les limitations, souvent d'ordre patriarcal, qui les limitent dans leur expression et leurs actions. C'est-à-dire qu'au début, en fait, de la prise en charge avec ce groupe, on avait des jeunes femmes assez timides, qui n'arrivaient pas trop à s'exprimer, etc. Et au fil du temps, en fait, on leur a fait travailler sur des symboles de ce genre-là, qui leur a permis donc de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'extérioriser et d'évacuer toutes les limites à leur expression et à leur action. Donc, quelques témoignages maintenant. Il faut que j'aille assez vite parce que je vois qu'il est 45. Donc voilà, on a une femme qui nous dit que l'art-thérapie est pour moi un instrument de paix. Grâce à elle, j'arrive à gérer mes émotions, j'ai plus confiance en moi et j'ai oublié mes souvenirs de l'agression. On a aussi une qui nous dit que l'art-thérapie a été comme un médicament pour elle qui l'a aidé à guérir, qu'elle se sentait mieux, qu'elles sont fières d'elle, qu'elles arrivent à mieux fréquenter des gens maintenant, qu'elles s'isolent plus. Voilà, donc des témoignages assez forts, on en a eu plusieurs comme ça, des témoignages. Donc, alors maintenant, je vais passer sur les contenus de formation pour être art thérapeute évolutif. Et c'est en trois parties, parce qu'il y a trois typologies de contenus en fait dans la formation en art-thérapie évolutive. Donc, on a d'abord des contenus sur la psychologie transpersonnelle, évolutive et humaniste. Donc, on a la présentation des psychologues humanistes et de leur travail, notamment c'est ce que j'ai commencé un peu à faire, mais de manière très synthétique dans les slides du début. On a aussi des contenus sur la structure de la psyché, sur les qualités de l'être, sur la dynamique d'évolution de l'être. On a des contenus de formation sur comment passer de l'ego ancien à l'ego nouveau. Des contenus de formation aussi sur la dynamique évolutive du groupe, sur les inconscients collectifs aussi, et sur les initiations et les étapes de conscience aussi. Donc ça, c'est la première partie des contenus de formation sur la psychologie transpersonnelle, évolutive et humaniste. On a des contenus de formation en analyse symbolique qui sont très importants dans la démarche de formation en art-thérapie évolutive. Ça va être par exemple des éléments comme les équilibres et les points clés dans les dessins, les quatre éléments, donc la terre, le feu, l'air et il m'en manque un, l'eau, dans les dessins. En général, ils sont hyper intéressants à analyser et donnent des informations clés. Les couleurs aussi, hein, je vous ai parlé du rouge et du noir tout à l'heure, le vert aussi, les signifiants, enfin toutes les couleurs en fait ont des significations. L'analyse symbolique aussi du visage et du corps et de la représentation du visage et du corps dans les créations des personnes. Les nombres et les symboles géométriques aussi, on a beaucoup de triangles, on a beaucoup de carrés aussi, énormément de carrés.
surtout sur des groupes de jeunes femmes qui font énormément de cubes, en fait, même pas des carrés, des cubes. Donc tout ça aussi a ses propositions d'analyse symbolique. On travaille aussi sur les symboles universels élévateurs, hein, c'est ce qu'on a vu avec la colombe, avec le cœur, avec le soleil, etc. On travaille sur les archétypes et les néotypes également. On travaille sur le verbe créateur, aussi sur les référentiels culturels et religieux situés, parce que c'est important aussi de pouvoir situer culturellement l'analyse symbolique. Et la troisième partie de la formation en art-thérapie évolutive va être autour de mise en situation professionnelle concrète. Ça va parler par exemple des techniques d'animation de séances individuelles et collectives, ça va parler de la relation d'aide évolutive aussi, des approches évolutives de l'anamnèse et des synchronicités. On va parler des effets miroirs dans la relation thérapeutique aussi. Il y a énormément de stages pratiques, il y a des mises en situation professionnelle, il y a des supervisions, etc. Voilà, donc c'est une formation assez complète qui est proposée par l'école Plénitude et qu'au niveau de l'ONG Essentiel, on est en voie en 2026 normalement de pouvoir commencer à proposer aussi progressivement. Le but étant de vraiment pouvoir diffuser la méthode d'art-thérapie évolutive de manière assez large pour qu'elle puisse accompagner des professionnels de la santé mentale, du bien-être, du développement dans les années qui viennent. Alors, et ce sera ma dernière slide. Quelles ouvertures et quels défis pour le métier d'art thérapeute évolutif dans le contexte du Bénin? Alors, c'est pas seulement dans le contexte du Bénin, mais je vais parler plutôt de celui que je connais, donc du Bénin. Donc, on a des réticences, comme je le disais tout à l'heure, des réticences de personnes qui pensent qu'il faut savoir dessiner pour expérimenter l'art-thérapie, alors que c'est pas du tout vrai. On n'a pas du tout besoin de savoir dessiner. Vous avez vu, hein, les bonhommes qu'on voyait qui étaient noirs et rouges. C'est pas de la grande production artistique, mais néanmoins, on arrive à avoir des informations intéressantes dedans. À savoir que donc c'est un métier quasiment inconnu au Bénin, ce qui est autant une ouverture qu'un défi. Alors, un défi, parce que du coup, il va falloir dans les prochaines années, il va falloir l'expliquer, le réexpliquer, le réexpliquer, convaincre les gens, etc. Donc, c'est un gros boulot. Mais c'est aussi une ouverture parce que du coup, en fait, ça veut dire qu'il y a tout un champ d'expérimentation et de pratique qui peut s'ouvrir devant. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, un autre défi, c'est les réticences du milieu sur l'interprétation symbolique. Et quand je parle du milieu, je parle du milieu de l'art-thérapie, mais aussi du milieu de la psychologie et aussi parfois du milieu du développement personnel, où les gens sont assez réticents à l'interprétation symbolique, où ils pensent qu'en fait, l'interprétation symbolique projette sur l'autre des éléments de soi sur l'autre, ce qui en fait n'est pas le cas parce que ça se passe dans un dialogue, ça se passe dans une co-interprétation, enfin il faut le jouer assez finement, mais voilà, c'est quand même très intéressant de rentrer dans ce niveau de dialogue avec les gens. Alors, en termes de défis, on a aussi des modes d'intervention qui sont parfois contraignants, parce que pour l'instant, au niveau de l'ONG Essentiel, pour le moment, on est obligé d'intervenir en partenariat, et puis ça va continuer d'ailleurs, parce que ça fait partie de la philosophie de l'action de la structure aussi. On intervient en fait en partenariat avec d'autres structures. Donc des fois, on a des espaces qui sont très contraints. On a un manque de temps. Par exemple, quand on prenait en charge les femmes victimes de violences, la prise en charge s'est faite que sur 2 mois ou 3 mois, ce qui est très peu, en fait carrément trop peu. Il aurait fallu 6 mois pour ces jeunes femmes pour vraiment pouvoir continuer. Donc il y a un côté un peu frustrant de, bah, on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir continuer. Les espaces de confidentialité aussi compliqués souvent à trouver, hein. Voilà, donc, on ne peut pas intervenir trop chez la personne parce qu'il y a des gens qui seront là. Dans ce cas, il faut intervenir dans les structures. Et dans les structures, est-ce qu'on peut avoir un espace seul, etc., pour pouvoir parler en tête à tête avec la personne? C'est parfois compliqué. Et je pense que vous avez le même souci quand vous faites les entretiens en psychologie aussi. Et puis, un manque très important de financement aussi qui fait que, bah, en fait, des personnes qui devraient être prises en charge sur la durée, c'est parfois compliqué de pouvoir le proposer. Mais ceci étant dit, malgré ces défis et ces contraintes, c'est quand même un métier qui est extrêmement intéressant et une méthode qui permet des prises de conscience, qui engendre des changements évolutifs chez les personnes aussi, qui génère un bien-être et un soulagement mental aussi. Une autre ouverture qui est importante aussi, hein, c'est l'existence de l'ONG essentielle,
qui est spécialisé en art-thérapie évolutive et qui donc a vocation à former des professionnels et à pouvoir déployer la méthodologie de l'art-thérapie évolutive en accueillant des groupes aussi à espace essentiel et dans les autres zones où on pourra intervenir. Et en ce qui concerne la formation, l'idée, ce serait de proposer des formations initiales, des formations continues et des supervisions formatives aussi. Et puis, une autre ouverture qui représente une opportunité, c'est tout ce qui est le boom des méthodes de développement personnel, de croissance de la conscience. C'est quand même très à la mode. Et les gens, plus les années vont avancer, plus les gens vont s'intéresser à ce type de méthodes qui sont des aides et des appuis à la croissance, à l'évolution de conscience. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation. Je pense que j'arrive au bout de ma présentation maintenant. Avant de finir et de clôturer cette intervention, je voulais aussi faire une mention spéciale à une personne qui m'a accompagnée pendant plusieurs mois aussi au sein de l'ONG Essentiel, qui est Muriel Chidikofan, qui a donc expérimenté avec moi notamment la prise en charge des femmes survivantes de violences. Et je pense qu'elle pourra aussi en dire deux mots sur comment elle a vécu les choses et comment elle a expérimenté la méthode. Donc j'en ai fini pour la présentation. Je m'excuse pour le temps passé qui a été assez long, certainement trop long par rapport à ce que j'aurais dû. Et puis je suis donc à vous maintenant pour les commentaires, les questions. Je suis très impatiente de connaître vos retours là-dessus. Donc Merci beaucoup. je vous enverrai la présentation. J'ajouterai une petite bibliographie et je mettrai quelques ouvrages que j'ai en PDF aussi que du coup vous pourrez faire circuler au sein du club de culture psychologique. Merci pour vos applaudissements et les encouragements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment à Madame Luchon pour cette intervention très profonde, éclairante et inspirante qui nous a permis de mieux comprendre le métier d'art thérapeute et la place essentielle de l'art dans le processus de guérison. Maintenant, nous avons passé fait un petit résumé de tout ce qui a été dit. Nous allons commencer par euh, le mot d'accueil et tout, les affiliations psychologiques et philosophiques de la thérapie, les écoles de plénitude, la psychologie humaniste, les démarches, les différents auteurs qui ont parlé sur la thérapie. Nous avons Carl Jung, Abraham Maslow, Alice Bailey. Et ensuite, nous allons parler de la définition de la thérapie, qui est un accompagnement à la croissance qui utilise la création authentique, peinture, dessin, écriture et des interprétations comme les symboles pour aider les personnes à plus s'ouvrir. Nous avons aussi parlé des symboles qui sont des langages dans notre quotidien, sans oublier l'importance de l'interprétation symbolique de la thérapie évolutive. Nous avons fait le tour des dessins qui ont été faits chez Madame la communicatrice et des messages de témoignage après les séances de dessin et tout. Nous avons maintenant fait le mot de fin et les ouvertures et défis par rapport au métier d'art thérapeute. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Il est déjà 20h47, donc nous allons très vite passer à la phase des questions-réponses. Nous disposons d'environ 30 minutes. Je vais lire quelques questions qui ont été posées dans le chat et vous les adresser. Excusez-moi. La première question demande est de Monsieur Ousmane Tamboura, qui demande en quoi consiste le métier d'art thérapeute et quelle est la différence entre le métier d'art thérapeute et la thérapie classique. Vous avez la parole.
D'accord, merci beaucoup à Ousmane pour sa question. Bon, en quoi consiste le métier d'art thérapeute? Je pense que j'ai répondu à travers la présentation. Et quelle est la différence entre le métier d'art thérapie et la thérapie classique? Bah, en fait, c'est que la thérapie classique ne fait pas intervenir de médiation à travers la création artistique. Et c'est vraiment la spécificité de l'art thérapie, justement, de pouvoir avoir en fait un médium tierce qui va être le dessin, qui va être le texte, ou bien la sculpture, ou bien le collage qui va permettre finalement de rentrer dans un mode de communication assez différent avec la personne qu'on accompagne. Donc, bon, après, moi, je pratique pas la thérapie classique, donc j'aurais du mal à répondre de manière complète à la question. Et je sais qu'il y a aussi des psychologues qui interviennent avec des méthodes visuelles. Mais voilà. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que vraiment, la spécificité de l'art-thérapie, c'est vraiment d'avoir le tiers, le médium tiers, en fait, qui aide à la relation thérapeutique. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup à vous. Il y a une deuxième question qui demande comment la thérapie peut-elle aider les personnes à gérer le stress et l'anxiété qui est de Techno Sparksat. Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, en fait, quand on reçoit les personnes ou quand on rentre en contact avec elles, effectivement, on a souvent des personnes qui sont dans des situations d'anxiété, de peur, de stress assez avancées. Et donc, là, vraiment, les toutes premières séances qu'on va faire avec les personnes, ça va être de faire des dessins de catharsis. C'est-à-dire, en fait, on va demander à la personne de se connecter avec son anxiété ou son stress et de le jeter sur le papier. Donc, au début, ça peut être que des couleurs, hein. Moi, j'ai vu des personnes qui ont fait que des gribouillages rouges et noirs, par exemple, en remplissant la feuille complètement. Des fois, avec une manifestation physique aussi. Il peut y avoir des pleurs, et puis des fois il y a même des cris, hein. On est vraiment dans un truc de catharsis. Et donc, les premières séances, ça va être vraiment le dépôt, la catharsis. Et c'est comme si on purge, on purge, on purge le stress et l'anxiété. Au fur et à mesure, on demande vraiment à la personne de mettre sur le dessin ce qui l'irrite, ce qui la gêne, ce qui la stresse. Et on va voir des éléments au fur et à mesure qui vont apparaître. Au départ, les dessins vont être très chargés, très denses. On va avoir du mal à distinguer les symboles. Et au fur et à mesure que plus la catharsis avance, plus le symbole va se distinguer. Et là, on va avoir une information qu'on va pouvoir traiter, une information en provenance de l'inconscient, donc qu'on va pouvoir traiter pour aider la personne à mieux comprendre son stress, mieux comprendre son anxiété et avoir un mode d'emploi pour pouvoir le gérer ou aller au-delà de ça, en fait. Donc, merci pour votre question. Effectivement, on retrouve souvent ça dans les prises en charge. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a une question de Monsieur Miracle Loco qui demande, doit-on forcément maîtriser la culture du bénéficiaire d'aide avant d'appliquer la thérapie? Mm. Oui, alors là aussi, effectivement, c'est un élément très intéressant et important. Est-ce qu'on doit maîtriser la culture de la personne avant de travailler avec elle? Oui et non. Alors, c'est une réponse ambivalente, mais oui et non, parce que c'est toujours mieux si vous connaissez effectivement le contexte et le bassin culturel de la personne, puisque les personnes vont pas utiliser les couleurs et les symboles. Il y a des variations en fait. Par exemple, au Japon et en Chine, je crois que c'est en Chine. En Chine, par exemple, la couleur du deuil va être le blanc, alors que dans d'autres contextes culturels, le blanc va plus se référer à la pureté, à l'espoir, à la lumière et tout. Et chez eux, eh ben, ça réfère au deuil, en fait. Dès qu'il y a des questions de deuil, des cérémonies et tout, c'est le blanc qui mobilise. De la même manière pour d'autres symboles, des formes géométriques, des images, etc., qui peuvent être culturellement situées. Donc, c'est toujours mieux, effectivement, d'avoir une base culturelle de connaissances avant d'appliquer l'art-thérapie. Mais, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que si vous travaillez, par exemple, dans un pays asiatique, alors que vous n'êtes pas du tout originaire du pays asiatique, d'ailleurs, dans la formation d'art-thérapie, il y a des stages d'immersion dans des pays asiatiques. Et donc, c'est des étudiants qui sont pas du tout de ces milieux-là qui y vont. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des archétypes. Et les archétypes sont assez universels, hein. Par exemple, la question du cœur, la question de l'étoile, c'est toujours les mêmes référents symboliques qui se retrouvent autour de ces symboles-là.
et certaines couleurs aussi, notamment le rouge qui représente le sang, la souffrance, qui peut représenter aussi la vitalité. Parce que les couleurs, en fait, elles ont leur pendant négatif et leur pendant positif, comme en fait à peu près tout en symbolisme. Oui, c'est bien de pouvoir maîtriser la culture de la personne, mais c'est pas forcément une condition sine qua non pour pouvoir exercer. Merci beaucoup à vous pour votre réponse. Il demande encore que faut-il comme compétence pour devenir un thérapeute et s'il y a une formation disponible au Bénin et ça dure combien de temps? Alors, pour les compétences nécessaires, je dirais d'abord l'écoute. Donc l'écoute, la capacité d'observation, la bienveillance, très important la bienveillance aussi. Également, bah, donc l'analyse symbolique, hein. C'est vrai qu'il faut avoir des compétences en analyse symbolique pour pouvoir guider et aider les personnes dans la démarche. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a une formation disponible au Bénin et elle dure combien de temps? Oui, bon, alors oui, oui, et pour l'instant pas encore matérialisé, mais l'ONG Essentiel est en train de mettre en place un processus de formation en fait que je suis en train de réfléchir, qui pourra pas avoir exactement la même forme que ce que l'école Plénitude propose, mais qui est néanmoins important à développer. Donc oui, pour 2026, il y aura effectivement les premières sessions de formation qui vont débuter. Ça dure combien de temps? Ça, c'est une question à laquelle, pour l'instant, je ne peux pas encore répondre parce qu'il faut que je conçoive l'intégralité du contenu, du packaging de formation, en fait, pour savoir combien de temps ça dure. Mais connaissant nos agendas respectifs très chargés, l'idée, ce serait plutôt de faire par session sur, je pense, vendredi, samedi, dimanche, et plusieurs sessions, peut-être 4, 5 sessions pour la première étape. Enfin, ce sera par étape en fait. Ce sera étape 1, étape 2, étape 3 certainement. Enfin, il faut que je réfléchisse encore à ça. Mais la conception de la formation est en cours et elle sera proposée. D'ailleurs, on pourra vous la diffuser aussi si ça vous intéresse. Ce sera partagé en temps et en heure. Ouais. Il y a une autre. Quels sont les coûts, la durée, l'agenda? Bon, voilà, tout ça, c'est en cours de réflexion. Il y avait une autre question aussi liée à ça. Donc c'est en cours de réflexion et ce sera partagé, je pense, au plus tard au cours du premier trimestre 2026. Merci beaucoup. Vous avez répondu aussi à la question de Madame Karen. Il y a Madame Sibel qui demande, qui a trois questions. Quelle différence y a-t-il entre la thérapie et la thérapie moderne? Quel est exactement le rôle de la thérapie? Et si elle comprend bien, dans la thérapie, le dessin est très important pour comprendre le patient. Hmm. Alors, sur la différence entre l'art-thérapie et la thérapie moderne, je pense que j'ai déjà répondu sur la question précédente. Mais à savoir que l'art-thérapie, c'est un outil qui peut être utilisé aussi pendant des thérapies, notamment psychanalytiques. Ça peut être intéressant de les pratiquer en même temps. Sur le rôle de l'art-thérapie, bah, ça va être un rôle de médiation à travers l'art pour mieux comprendre enfin, amener la personne surtout à mieux se comprendre et qu'elle puisse bah, poursuivre sa croissance, je dirais, de manière synthétique, ce serait ça ma réponse. Et est-ce que le dessin est très important pour comprendre le patient? Oui, 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 oui. C'est le dessin qui est finalement le tiers médiateur entre le thérapeute et le patient. Alors, il y a la communication directe aussi, hein, et la verbalisation qui est là aussi, bien sûr, hein, qu'il faut prendre en compte, notamment l'anamnèse, notamment la façon dont la personne va s'exprimer à travers ses gestes, à travers ses paroles, à travers les mots employés et tout ça. Donc, il n'y a pas que le dessin, mais le dessin est aussi extrêmement important dans le sens que ça devient un outil de discussion qui va être différent et ça engage la personne de manière très différente. Ça engage le patient de manière très différente dans dans la thérapie, en fait. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Monsieur Aristide qui demande, juste par curiosité, à propos des dessins, les patients apprennent à dessiner au cours de l'accompagnement ou on les laisse s'exprimer naturellement.
sans qu'ils sachent dessiner ou pas? Oui, Merci. c'est la deuxième réponse en fait, c'est-à-dire qu'on les laisse s'exprimer naturellement, qu'ils sachent dessiner ou qu'ils sachent pas dessiner. En fait, rapidement, bon, ça nous est arrivé d'être confrontés à des personnes qui savaient pas du tout dessiner pendant des séances d'art-thérapie. Alors, on propose des modalités différentes. On va proposer, par exemple, des découpages d'images dans des vieux magazines, par exemple, et des collages. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de les laisser s'exprimer naturellement et on n'est pas du tout dans un cours de dessin, dans un cours de peinture, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de professionnels en art-thérapie qui proposent des mandalas à colorier. Bon, le coloriage est une activité de détente, mais c'est pas du tout une démarche d'interprétation symbolique et de mise en dialogue avec des parties de soi, etc. En fait, malgré le fait que ça peut soulager, etc. hein. Mais c'est pas la méthode qu'on utilise nous en art-thérapie évolutive. Donc oui, on les laisse s'exprimer naturellement. Après, pour les personnes qui suivent les méthodes d'art-thérapie évolutive depuis un certain temps, en fait, les dessins vont changer au fur et à mesure. Pas qu'ils vont apprendre à dessiner, mais on va voir d'autres énergies, en fait, d'autres symboles qui vont arriver dans les dessins, qui vont être des symboles différents, de paix, de réconciliation avec soi, donc des fleurs, des étoiles, des soleils, des cœurs, des choses comme ça, des oiseaux aussi beaucoup, beaucoup d'arbres, énormément d'arbres aussi dans les dessins, des maisons aussi. Donc même si les gens ne savent pas dessiner, en fait, ce qui est intéressant justement, c'est la manière dont ils s'expriment, parce qu'en fait, c'est très révélateur. Donc voilà pour la réponse à votre question, Aristide. Merci beaucoup, madame. Il y a une autre question de Monsieur Miracle Loco qui demande, lorsque vous parlez des signes, euh, voilà, il dit qu'il a eu à suivre des formations de dessin avec des patients au centre psychiatrique. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais compris le dessin d'un patient. Ce patient dessine que des chiffres. Par exemple, il met plusieurs fois 6 jusqu'à remplir une page. Ou une autre séance, il met que des 3. Après ses recherches, il n'a pas eu de signification concrète et aimerait savoir si vous pouvez lui dire quelque chose par rapport. Hmm. Alors, donc, ça me permet de dire quelque chose d'important aussi, cette question que j'ai pas dit précédemment dans ma présentation, à savoir que l'art-thérapie évolutive est beaucoup plus facile à exercer sur les patients et les patientes qui n'ont pas de pathologie mentale sévère. Pour la simple et bonne raison que ça demande en fait une mise en communication et une entrée en relation verbale avec la personne. Donc, en fait, une des conséquences, c'est que finalement, on travaille beaucoup plus dans la vie civile, en fait, avec des personnes qui ont été victimes de violences, avec des personnes qui sont en recherche de croissance, etc. Mais sur les pathologies, les grosses pathologies psychiatriques notamment, c'est plus... Alors ça marche aussi, hein. Je me souviens d'avoir travaillé avec une personne aussi avec une affection psychiatrique assez importante, mais la démarche est différente en fait. Donc par exemple, cette personne qui met que des 6 jusqu'à remplir une page, il faudrait voir est-ce qu'elle s'exprime, est-ce qu'elle peut parler. Sinon, le 6, en analyse symbolique, le 6 est révélateur de la famille en fait. C'est vraiment le chiffre de la famille par excellence. Donc là, il faudrait voir si dans son passé, dans son anamnèse, il y a des éléments qui sont liés à ça. Mais encore faut-il pouvoir entrer en lien avec cette personne. Le 3, c'est pareil d'ailleurs. En fait, c'est pareil, le 3. Le 3, c'est aussi la base de la famille. Hein. C'est le même que le 6. Donc, c'est difficile de répondre à votre question sans enfin, voir et connaître la personne. Mais pour vous dire qu'en milieu psychiatrique, il faudrait qu'on déploie des interventions de manière un peu plus poussée en milieu psychiatrique pour voir quels sont les avantages et les limites de l'art-thérapie évolutive dans ce domaine-là. Mais pour ma part, j'ai plutôt travaillé en milieu civil et pas avec des affections très lourdes en fait, avec des traumatismes très importants de personnes, mais on n'est pas sur des névroses, des schizophrénies, sur des dédoublements, etc. C'est un peu différent, quoi.
Merci beaucoup. Il demande aussi, lorsque vous parlez des signes sur les habits, j'aimerais savoir si ça compte comme interprétation aussi, à certaines occasions. Surtout que certaines personnes ne maîtrisent pas vraiment les écritures sur ce qu'ils portent. Exemple, une dame qui rend visite à son fils à l'hôpital avec un habit sur lequel il est écrit RIP. Et cette dame est analphabète. Ouais, c'était pas le meilleur t-shirt à porter ce jour-là, effectivement. Euh, alors là, vous allez dire que bon, la dame est analphabète, elle a pas su ce qu'il y avait écrit sur son t-shirt parce qu'elle ne sait pas lire, etc. Bon, ça, c'est de l'interprétation du domaine du conscient, mais du domaine de l'inconscient, ça signifie aussi, c'est signifiant en fait, quoi. Les vêtements qu'on choisit, les vêtements qu'on porte sont signifiants. De la même manière que les mots qu'on choisit ou que les dessins qu'on fait, en fait. Tout est signifiant au niveau symbolique. Est-ce que ça compte comme interprétation? Bah, moi, j'aurais envie de répondre que oui, et qu'il aurait fallu avoir une discussion avec elle pour savoir si ça représente une projection pour elle de est-ce qu'elle imagine déjà qu'il va mourir? Est-ce qu'elle lui souhaite déjà un bon départ et un bon repos? Enfin, quel est son état d'esprit vis-à-vis de cette personne qui est à l'hôpital, quoi? Est-ce qu'elle est très optimiste ou pas du tout optimiste? En fait, il aurait fallu creuser en fait autour de ça. Merci beaucoup. Il y a Madame Fauzia qui demande, est-ce que le fait que quelqu'un aime par exemple la couleur rouge, jaune, orange, bleu ou tout ce qui est vif aurait un lien avec sa psychologie? Et elle demande une petite explication. Mm. Alors là, vous citez rouge, orange, jaune, qui sont la même gamme de couleurs qu'on appelle des couleurs chaudes. Et vous citez aussi le bleu qui est donc une couleur froide. Donc effectivement, les gens qui sont orientés vers le rouge vont être des gens qui vont être très volontaires, très vitalisants, qui peuvent être portés sur la colère aussi parfois. Euh, donc oui, en fait, la symbolique des couleurs parle et peut avoir un lien avec la psychologie de la personne. Si vous regardez bien autour de vous et que vous analysez pardon, les couleurs dominantes que les personnes portent, vous allez voir que il y a des. Alors, au niveau de l'analyse symbolique, il y a aussi un truc très intéressant, hein, même si vous ne connaissez pas l'analyse symbolique, qui est ChatGPT. ChatGPT qui connaît beaucoup de choses sur l'analyse symbolique. Donc, vous pouvez lui demander quelle est l'interprétation symbolique du bleu. Le bleu, donc, c'est une couleur froide qui est beaucoup liée à l'émotionnel, en fait. Donc, les gens qui portent beaucoup de bleu ou qui aiment beaucoup le bleu vont être très portés sur leur monde émotionnel. Et ceux qui portent beaucoup de rouge vont être très orientés vers la mise en action, la volonté, la force. C'est des gens qui vont être assez sanguins aussi. Ceux qui aiment le jaune, par exemple, le jaune qui représente le soleil, la lumière, qui représente l'émotionnel aussi. Donc, c'est des gens qui vont être beaucoup dans la recherche de choses qui éveillent un peu, en fait. Donc oui, ça a un lien avec la psychologie de la personne, mais encore une fois, il y a pas de recette miracle, en fait. Vous ne pouvez que mettre en relation des indices, différents indices, face à la personnalité que vous avez. Si vous avez une personnalité qui porte beaucoup de rouge, qui fait des dessins de soleil très brûlants, et qui a une verbalisation assez présente, très extravertie et tout, en fait, il faut faire des croisements en fait entre les différentes informations que vous pouvez recueillir pour pouvoir effectivement avoir des informations sur le profil psychologique de la personne et sur des éléments qui pourraient l'aider en fait à croître, quoi. Merci beaucoup. Il y a Monsieur Vital Godovo qui demande qu'il j'ai la communication en vol. Mes excuses d'avance si ma question est inadaptée. Je voulais savoir si on a thérapie, des objectifs se fixent au départ et sont évalués en cours d'accompagnement. L'interprétation des productions des patients clients n'est-elle pas influencée par la subjectivité du thérapeute?
Ok, donc merci beaucoup à Godevy pour les questions. Donc, est-ce que des objectifs sont fixés au départ? Oui, assez rapidement, en fait, ça va être possible de fixer des objectifs, notamment à partir des 3 premières séances où on va voir un profil psychologique se dessiner et des pistes, en fait, ben, un peu comme ce que j'ai expliqué avec la jeune femme qui travaillait sur la tristesse, là, sur la tristesse dans le visage. Donc là, l'objectif, il était unique, c'était de pouvoir transformer le dessin et transformer l'expression émotionnelle sur le dessin pour aller plus vers la joie. Donc effectivement, c'est possible de pouvoir fixer des objectifs au départ et de pouvoir les évaluer en cours d'accompagnement sur est-ce qu'on avance bien, etc. Sur est-ce que on les atteint ou pas. Maintenant, sur la question de l'interprétation des productions du patient, est-ce que c'est pas influencé par la subjectivité du thérapeute? Ben, en fait, tout potentiellement est influencé par la subjectivité du thérapeute. On est dans une relation d'humain à humain. Je pense que quand vous êtes dans une... Moi, je crois pas du tout. Je sais qu'il y a plusieurs personnes que ça va faire bondir ici, mais moi, je ne crois pas du tout en la subjectivité et en la neutralité. À partir du moment où on est dans une relation humaine, enfin, quand on pense qu'en fait, en science, quand on observe une particule quantique, une particule élémentaire, notamment un petit électron, il se modifie par l'observation du chercheur en sciences dures, hein. Donc, à plus forte raison en sciences humaines et notamment en psychologie. Donc moi, je pense qu'il y a toujours des interrelations subjectives qui se passent dans la relation thérapeutique et qu'il faut être assez à l'aise avec ça finalement et que la question de neutralité est une fausse question. Et que pour moi, en fait, oui, il y a forcément de la subjectivité, mais ce qui est important, en fait, c'est de bien vérifier que l'interprétation qu'on propose parle à la personne ou que elle peut nous aider à co-interpréter. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, si vous lui dites à la personne, bon, alors le rouge, ça représente ta colère et qu'elle est dans un sentiment de paix et de sécurité, il y a un truc qui va pas. Donc, c'est effectivement, il faut se poser la question de est-ce que ce que je suis en train de proposer à la personne lui correspond? Est-ce que ça lui parle? Est-ce que ça éveille quelque chose chez elle, etc. Faut toujours contre-vérifier. Donc voilà, par rapport à la question de la subjectivité thérapeutique, à laquelle, vous l'aurez compris, je crois assez peu. Merci beaucoup. Monsieur Godwin demande encore si la thérapie fait-elle objet d'évaluation d'efficacité et quelle méthode d'évaluation le cas échéant. Et il demande aussi l'efficacité de la thérapie dépend-elle de l'âge et du niveau intellectuel du patient. Alors, sur l'évaluation d'efficacité, donc il y a eu plusieurs témoignages, plusieurs processus qui ont été documentés. Il y a des ouvrages qui ont été écrits, notamment par les membres de l'école Plénitude, entre autres, avec des exemples concrets hein, de processus de guérison et de croissance qui ont eu lieu. Après, si on parle de méthode d'évaluation scientifique en psychologie, là, je ne saurais pas répondre à ça. Il faudrait que je demande enfin, aux collègues de l'école Plénitude. Je pense pas qu'il y ait eu des méthodes d'évaluation scientifiques, mais il faudrait savoir de quelle méthode d'évaluation on parle aussi et de quelle école d'évaluation on parle. Et est-ce que l'art-thérapie, est-ce que l'efficacité dépend de l'âge de la personne et du niveau intellectuel du patient? Pour l'âge, non, pas vraiment, puisque ça se pratique aussi avec des enfants. Les enfants, d'ailleurs, qui sont souvent beaucoup plus à l'aise en fait avec le dessin que les adultes et qui font des créations d'art-thérapie qui sont euh, très caricatures. C'est vraiment des caricatures en fait. Euh, et donc, c'est beaucoup plus facile à analyser. Les dessins d'enfants sont très caricaturaux et beaucoup plus faciles à analyser au niveau symbolique. Et après, les enfants, bon, en fait, autant au niveau de l'âge que du niveau intellectuel, vous allez devoir juger en tant que thérapeute qu'est-ce que je partage ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je peux partager une analyse symbolique très poussée, très détaillée avec la personne, ou est-ce que je vais juste proposer une modification du dessin dans tel ou tel sens, ou une guérison du dessin dans tel ou tel sens.
Donc ça va vraiment, en fait, c'est vraiment là que ça se joue, je dirais, sur la question de l'âge et du niveau intellectuel. Ça va être qu'est-ce qu'on va lui proposer comme méthode versus est-ce qu'on peut aller assez loin dans l'explication symbolique, qui est quand même assez intellectualisant. Et donc effectivement, quand vous avez en face de vous une personne qui est intellectuelle et qui entend bien les éléments d'analyse symbolique, ça va être un peu différent. Donc je dirais qu'il n'y a pas de différence d'efficacité, mais il y a une différence d'approche quand même pour répondre à la question. Merci beaucoup à vous. Il y a Madame Fauzia qui a une deuxième question qui demande, ma seconde question va dans le sens des livres ou chaînes ou canaux qui permettent de se cultiver sur la thérapie et d'en savoir plus par sa culture personnelle. Hmm. Il y a plein de choses. Bah, comme tout hein, en fait sur Internet, il y a énormément de choses. Je pourrais vous mettre en même temps que la bibliographie, je vais vous mettre des liens aussi vers des vidéos YouTube, notamment de l'école Plénitude, qui explique la démarche avec des exemples aussi concrets à l'appui. Euh, bon, après, il y a plein de choses sur l'art-thérapie en ligne, hein, mais là encore, il y a différentes écoles, il y a différentes approches, donc il faut savoir trier pour savoir ce qui vous correspond. Tout n'est pas de l'art-thérapie évolutive dedans, mais il y en a beaucoup qui sont très intéressantes également, quoi. Merci beaucoup. Il y a Mademoiselle Augustine qui demande quelles sont les contre-indications de la thérapie évolutive et peut-on... Alors, ça coupe. Ça coupe beaucoup, j'ai pas réussi à entendre et j'arrive pas à trouver la question dans le chat non plus. Elle demande les contre-indications de la thérapie évolutive et de si on pouvait faire des stages chez vous, si oui, la procédure. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'art-thérapie évolutive? Non, hein. Non, j'ai pas. Alors, euh, c'est pas une contre-indication, mais on a du mal, on a plus de difficultés à embarquer les hommes dans la méthode d'art-thérapie évolutive parce que les hommes, en fait, je pense, ont plus de réticence d'un point de vue culturel et social à se laisser accompagner sur la lecture des éléments de l'inconscient. Enfin, c'est une hypothèse. Alors, ça ne veut pas du tout dire que c'est une contre-indication, parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir des hommes avec lesquels travailler, et au fur et à mesure, on va pouvoir œuvrer pour ça. Donc là, j'ai fait une petite digression, mais c'était pour vous expliquer ça aussi. Sinon, est-ce qu'il y a des contre-indications? Non, hein, non, bah non, c'est pas des médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin, si, l'effet secondaire, ça peut être le changement, ça peut être les transformations. Et des fois, alors oui, ça c'est important de le dire aussi, c'est que sur des personnes avec qui l'art-thérapie évolutive va fonctionner de manière assez forte, ça peut engendrer des changements et donc des réorientations de décisions, de cheminement dans la vie, etc. Et parfois, ça crée des remous dans la vie, en fait. Mais ça, c'est comme une thérapie classique aussi, ou comme un accompagnement à la croissance et au développement de manière classique, hein. Si c'est bien fait, ça peut engendrer des remises en question, des ruptures aussi relationnelles avec des personnes qui seraient toxiques et tout. Donc, il n'y a pas de contre-indication, mais par contre, il faut vraiment un accompagnement en expliquant que bah, du coup, la croissance, ça va être aussi de laisser l'état dans lequel on est pour aller ailleurs, dans un autre état. Et que des fois, ça peut créer des vagues. Donc voilà pour la réponse à cette question, Augustine. J'espère que j'ai répondu. Est-ce qu'on peut faire des stages chez nous et quelles sont les procédures à suivre? Oui, on aimerait beaucoup pouvoir recevoir des stagiaires et bah, déjà former les gens.
Un des objectifs, ça va être de former les gens et puis ensuite leur proposer des mises en situation pratiques. Et on est en train de se mobiliser, notamment sur des levées de ressources pour pouvoir avoir des programmes d'art-thérapie qui soient structurants. Et donc, effectivement, ça serait intéressant pour nous de pouvoir avoir des stagiaires et aussi des professionnels qui vont nous accompagner dans la suite. Mais ça, c'est work in progress et je dirais c'est sur les prochaines années, quoi. Donc oui, oui, on sera tout à fait intéressé pour les personnes que la démarche intéresse, interpelle, qu'ils auraient envie d'intégrer ça dans leur démarche professionnelle. Ouais, ouais, c'est des profils qui nous intéressent effectivement. Merci beaucoup. Il y a une dernière question qui est de savoir à quel moment doit-on utiliser la thérapie évolutive et si la thérapie fait-elle objet d'évaluation et quelle est la méthode d'évaluation du cas échéant. Oui, ça, j'avais répondu par rapport à la méthode d'évaluation, j'avais répondu précédemment sur à quel moment on peut utiliser l'art-thérapie évolutive. Bah, en fait, à tout moment, c'est possible. Moi, je la pratique sur moi aussi, hein, sur moi-même. Quand j'ai par exemple un sentiment d'irritation qui vient, qui est souvent quelque chose qui me traverse, étant de nature un peu impatiente, j'utilise aussi l'art-thérapie pour pouvoir évacuer un trop-plein émotionnel qui est là, qui gêne. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de moment qui est préconisé, quoi. C'est-à-dire quand vous rencontrez la personne, qu'elle vient à vous, etc., il peut y avoir cet outil qui est mobilisé et qui peut lui apporter un bien-être et vous faire rentrer dans un mode de communication qui va être un peu différent. Donc, il y a pas vraiment de... Alors, évidemment, si la personne, par exemple, a été blessée physiquement et qu'elle a des problèmes de santé, alors, on a eu cette situation avec Muriel hein, sur le groupe des femmes qui étaient survivantes de violences, avec une femme qui était très, très, très affectée au niveau de sa santé physique et pour laquelle on voyait que ça coûtait énormément au niveau physique de venir se rendre aux séances, etc. Donc là, en fait, c'est mieux de ne pas... Il faut que les gens soient en bonne santé au niveau physique, en fait quand même, parce que ça demande de pouvoir se lever, de manipuler des crayons, ou même si on peut aussi le faire assis pour des gens qui auraient des infirmités, etc. Mais quelqu'un qui est malade, qui a vraiment, qui souffre dans sa chair, en fait, qui a une maladie, c'est pas forcément le plus opportun. Donc ça serait peut-être aussi là une contre-indication, d'ailleurs. Merci beaucoup. Il y a une dernière question qui demande si vous aviez des pages ou un réseau social sur lequel on pourrait vous suivre. Oui, j'ai pas mis le QR code dans la présentation, je vais le faire. Comme ça, vous pourrez scanner le QR code depuis la présentation. Il y a la page Facebook de l'ONG Essentiel, donc qui s'appelle ONG Essentiel. Et du coup, je réponds à une deuxième question de Cybèle aussi qui demande où on est au Bénin. Donc, il y a l'ONG Essentiel qui est donc l'ONG, mais il y a aussi l'Espace Essentiel qui est un lieu physique qui se trouve à Calavi, à Ouedo, derrière la nouvelle cité Talon qu'on est en train de finir, enfin, on est en train de continuer, c'est pas finir, c'est continuer d'aménager avec des travaux. Il y a les bureaux qui sont en cours de finalisation là. Puis des espaces d'accueil aussi. Enfin, c'est assez verdoyant. Il y a le gazon, il y a les arbres et tout, et ça permet d'avoir des espaces d'accueil pour les personnes. Donc voilà, l'ONG est aussi un lieu physique en fait. Et sur la page Facebook, je vais vous envoyer effectivement le QR code à scanner ou le lien vers la page Facebook de l'ONG. Mais vous pouvez d'ores et déjà écrire ONG Essence-ciel et vous verrez le logo que j'avais mis sur les présentations qui est la croix là en fait, qui est le logo de l'ONG et que vous retrouverez sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre parce que c'est sur Facebook qu'on va publier notamment les programmes de formation pour les temps à venir. Merci beaucoup pour l'information. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu écrire leurs questions dans le chat, j'aimerais vous demander de lever la main pour prendre la parole et ce sera à tout de vous. Merci.
Il y a quelqu'un qui dit que sa question a été sautée dans le chat. Est-ce que vous pouvez la copier et la recoller dans le chat là? On va essayer d'y répondre. Merci. Je viens de voir la question. La personne demande, merci pour votre présentation, c'est très instructif. Je voudrais savoir si c'est possible d'avoir le livre dont vous avez parlé au début en PDF. Merci. Oui, 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 devenir le meilleur de soi-même de Abraham Maslow, bien sûr, je vais vous l'envoyer, sans problème, avec plaisir même. Mademoiselle Muriel Chidikou, vous avez la parole. On n'entend pas du tout, je sais pas si c'est moi ou en tout cas de mon côté, j'ai pas de son là. Mademoiselle Muriel Chidikofo, vous avez la parole. Madame, vous me recevez? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, allez-y. Vous me recevez, s'il vous plaît, mademoiselle Emma. Oui, je vous reçois. D'accord, merci. Alors, mais déjà, je tiens à remercier Madame Nora pour sa brillante présentation et pour tout ce qui a été dit. Alors, pour juste dire un mot et parler ou partager mon expérience avec la thérapie évolutive, j'ai eu à travailler avec Madame Nora pendant 2 mois en matière d'art-thérapie évolutive au profit des femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Et on a eu assez de profils, que ce soit des femmes qui ont été victimes de violences psychologiques, sexuelles, économiques, etc. Et il faut également dire que c'était beaucoup plus des séances alternative, je vais dire, parce qu'il y a des moments où on fait des travaux en groupe et d'autres où on fait carrément individuel. Et à côté aussi, il y a un psychologue qui reçoit les femmes. Et le constat qui a été fait quand même, tu sais, en art thérapie, l'interprétation symbolique, l'analyse symbolique des dessins. C'est qu'en fait, quand on fait la consultation ou le psychologue fait la consultation avec les femmes, et Madame Nora aussi fait l'interprétation. Les deux viennent souvent à la même conclusion. À part cela aussi, j'ai eu à travailler avec Madame Nora euh, lors de la journée dédiée à la menstruation, si je me rappelle bien. C'était à Porto Novo. Donc, on a eu à échanger avec des filles sur les thématiques liées aux menstrues et tout. Et à la fin, au début, l'idée c'était de faire des dessins de dépôt, mais beaucoup plus en groupe. Et après, on les a amenés à avoir
à avoir un autre ou à adopter un autre regard en ce qui concerne leur rapport avec la menstruation. Et pendant les vacances dernières, j'ai eu également à travailler avec des enfants au profit de la thérapie basée sur des thématiques comme la confiance en soi, le développement personnel, etc. Et le constat qui a été fait, c'est qu'au début, il y a eu des enfants qui ont qui étaient au début timides, qui avaient de la difficulté à s'exprimer et tout, mais qui à la fin du processus se sont réellement améliorés et les parents aussi étaient là pour voir le point. Et mon, le fait de travailler avec Madame Nora et tout m'a amené également à m'orienter beaucoup plus sur l'aspect de la thérapie évolutive en ce qui concerne les travaux liés à ma soutenance ou plutôt à la rédaction du rapport de stage en troisième année. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci une fois encore à Madame Nora et nous pouvons poursuivre. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Muriel. À présent, il y a une dernière question dans le chat qui demande pour ceux qui ne sont pas au Bénin, lorsque vous mettez en place les formations, ce serait aussi bien de proposer des formations en ligne. Il peut y avoir beaucoup de professionnels ou des gens intéressés. Oui, j'ai répondu par écrit à deux questions qu'il y avait dans le chat. Oui, oui, effectivement, j'avais pas à l'esprit qu'il y avait des gens dans le club de culture psychologique qui étaient pas au Bénin, mais je constate qu'en fait c'est le cas. Donc tout à fait, c'est tout à fait exact. Hein. Enfin, une des visions, on va dire, de l'ONG, c'est de pouvoir étendre la discipline, enfin la méthode, de manière assez large au-delà des frontières du Bénin. Il y a alors je propose, enfin l'ONG propose, bon, c'est moi qui les anime, mais c'est l'ONG qui les propose. On propose des slots d'art-thérapie en ligne pour des militants et des militantes pour notamment prévenir tout ce qui est burn-out militant. Donc, on fait déjà des propositions d'action d'art-thérapie en ligne parce qu'on le pratique aussi en ligne. Je l'ai pas dit. Est-ce qu'on pourrait demander à la personne de couper sa caméra et son micro, s'il vous plaît? Merci. Donc effectivement, en fait, on peut le pratiquer en ligne. L'art-thérapie se pratique en ligne. Il suffit que les personnes aient des feuilles de papier rame, quelques vieux magazines, de la colle, des ciseaux, qu'ils aient des crayons de couleur, etc. Et en fait, on peut les guider et on peut, à travers les photos qu'ils vont nous envoyer sur WhatsApp, par exemple, on peut faire l'analyse symbolique des images et tout. Tout c'est possible aussi en distanciel, en fait. Et on le pratique déjà en distanciel. Il y a des slots d'art-thérapie qui sont ouverts. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont envie d'expérimenter en tant que, enfin pas patient, je dirais pas patient, mais bénéficiaire de l'art-thérapie, sachez qu'il y a aussi des slots qui sont ouverts pour toute l'année 2026, qui sont sur la page Facebook de Essentiel aussi. Donc oui pour l'exercice de l'art-thérapie à distanciel et oui aussi pour la formation en distanciel. Dans un deuxième temps, je pense que dans un premier temps, on va d'abord se concentrer sur le Bénin d'abord. Vous nous excuserez par avance, mais assez rapidement, je pense qu'on va essayer de proposer un élargissement hors frontières nationales. Merci beaucoup à vous, Madame Nora. Chers participants, avant de clôturer, nous aimerons inviter Madame Lejean à ajouter quelques mots à l'endroit des étudiants ainsi que d'éventuelles orientations, ressources et pistes de formation pour ceux et qui souhaitent s'engager dans le métier d'art thérapeute. Mm. D'accord, ben merci en tout cas pour votre intérêt et toutes les riches questions, les riches questions que vous avez posées.
Alors, je vois qu'il y a des personnes qui demandent comment on peut faire, je suis vraiment intéressée, etc. Peut-être que, du coup, au niveau du club de culture psychologique, vous pouvez peut-être référencer les personnes qui sont vraiment très intéressées par la méthode et qui voudraient s'orienter vers un métier qui serait avec cette méthodologie-là aussi intégrée dedans pour voir comment est-ce que, enfin déjà sur une soixantaine de personnes, combien en termes de pourcentage ça intéresse vraiment profondément. Comme ça, nous, on peut voir aussi après pour la diffusion des offres de formation et tout ça. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous ce soir parce que c'est très important, selon moi, de pouvoir proposer ce type de méthodologie pour aider à la croissance. Ce serait avec plaisir qu'on continuerait à échanger, qu'on recevrait certains d'entre vous en formation, en stage également. Voilà, c'était vraiment une belle opportunité donnée par le club de culture psychologique de pouvoir présenter cette discipline ou cette méthode, je sais pas comment on doit l'appeler. Peut-être méthode, plus que discipline. Mais en tout cas, une méthode qui doit aider la psychologie aussi, qui est une science très nouvelle hein, et très jeune à pouvoir cheminer. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Merci à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas surtout à suivre les actualités, les actions de Essentiel, et puis à vous manifester quand les opportunités et les ouvertures de formation vont arriver. Merci du fond du cœur pour ces paroles très inspirantes. Chers participants, avant de clôturer officiellement cette édition spéciale, permettez-moi de vous dire au nom du club de culture psychologique que si cette séance marque la fin de notre édition spéciale, elle ne marque en aucun cas la fin de notre engagement pour et de nos visions au club de culture psychologique. Et pour ceux et celles qui désirent voir les précédentes communications de l'édition spéciale, elle est disponible sur notre page Club de culture psychologique et notre forum en version vidéo, forum public. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pourrez aussi vous abonner à notre page pour être informé des prochaines activités, formations et échanges. Le lien de notre groupe WhatsApp sera disponible dans le chat. Nous allons maintenant laisser la parole au président du club de culture psychologique pour officiellement clôturer cette séance. Monsieur Mauti Ange, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous, mademoiselle Katia, pour la modération. Et je salue tous les participants, je salue tous les intervenants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mauti Ange Gérard Marie Datinon et je fais un master 2 en psychocriminologie et psychotraumatologie à l'université de Douala au Cameroun. Et nous avons eu la chance et l'opportunité de conduire avec de nombreux étudiants en psychologie et d'être en train de mener à bout cette édition spéciale de étudiants en psychologie découvre ton métier. Étudiants en psychologie découvre ton métier, c'est un programme qui est développé par le club de culture psychologique et qui vise à mettre en relation les étudiants en psychologie et des professionnels de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement thérapeutique. La première édition avait déjà eu lieu l'année dernière, mais en présentiel, et a réuni un parterre de professionnels très intéressants et très inspirants. Cette année, nous avons également eu l'honneur de rencontrer de nombreux professionnels, Dr Annan, Dr Borlen et Madame Lejean, que nous avons eu le grand plaisir d'écouter ce soir. Et j'avoue que ce sont des séances qui ont été très riches et très constructives pour nos futurs parcours. Pour finir, je voudrais
énoncé que les objectifs, je le crois, ont été très bien atteints, à savoir la construction d'une vision moderne de la psychologie et de la psychothérapie au Bénin. Je tiens sincèrement à remercier les participants qui sont venus de partout et qui ont fait montre d'une très grande présence. Nous avons eu des étudiants francophones du Cameroun, du Togo, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, et je leur dis un sincère merci. Nous remercions également les professionnels psychologues qui se sont joints à l'aventure avec nous. Qu'il me soit permis de mentionner M. Vital, Mme Lowe, M. Yannick et M. Charles qui ont tenu à être là malgré leur agenda chargé. Je crois que la psychologie au Bénin a tout le potentiel nécessaire pour briller et pour aller de l'avant. Je vous remercie et je nous souhaite de nous retrouver très bientôt pour de nouvelles éditions. Merci à vous et je ne saurais finir sans dire un sincère merci à toute l'équipe du Club de culture psychologique, la meilleure équipe que j'ai connue pour l'engagement et la ponctualité. Merci à tous et que vive la psychologie au Bénin et en Afrique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ange-Marie Datino. C'était Katia Aïdéou, étudiante en instance de soutenance en psychologie, assistante de vie scolaire. Et je suis la modératrice de cette communication. À présent, agréable soirée à vous et merci beaucoup pour l'effort et que vive la psychologie. Merci.
is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.